Il est l'heure d'accueillir notre premier invité ce soir, Lucas. Vous recevez Sébastien Tézé. Producteur et auteur du documentaire Tuerie de Tours dans la tête de Jean-Pierre Roux du Rafour, un film qui sort donc 24 ans après la tuerie et 20 ans après le procès de son auteur. Je vous propose d'en voir un extrait, on en parle juste après. Regardez. À la une de ce journal, donc en quelques minutes, le centre de Tours transformé en véritable champ de bataille un peu avant 10 h ce matin. Un homme a donc tiré au hasard et le bilan est très lourd. Les forces de l'ordre auront traqué le forcené pendant plus d'1 heure. Réfugié dans ce parking souterrain, Jean-Pierre Roux du Rafour n'a pas eu le temps de riposter. Blessé au thorax, il est évacué vers l'hôpital Trousseau sous bonne escorte. 1 heure d'une folle épopée. Cagoulé, muni d'une carabine 22 longs rifles, sans raison apparente, le forcené ouvre le feu sur les passants. Et Sébastien Tézé est avec nous en visio ce soir. Bonsoir Sébastien Tézé. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Votre documentaire dure 52 minutes. On y entend des témoins, des victimes, des avocats, mais aussi la mère, l'ex-compagne aussi de Jean-Pierre Roux du Rafour. Vous proposez également de nombreuses images d'archives. On en a vu dans cet extrait. On a même des images d'ordre privé, réunion de famille. On voit Jean-Pierre Roux du Rafour dans sa vie. Sébastien, expliquez-nous comment vous avez procédé dans la construction du film. Est-ce que ça n'a pas été trop laborieux, si je puis dire? Non, on a eu la chance surtout d'avoir tous les témoignages de tous les acteurs clés de cette affaire, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'était de pouvoir raconter le récit de cette affaire qui est quand même incroyable et exceptionnelle, avec les avocats de l'époque, Jean-Michel Siclucchi, Marc Morin, les experts psychiatriques, les journalistes qui ont suivi l'affaire, et puis évidemment les témoins directs et les rescapés et les familles de victimes. Donc ça a permis effectivement, avec l'ensemble de ces témoignages, d'être au plus près de l'affaire et de raconter minute par minute le déroulement de ce 29 octobre 2001. Et c'est ça qui nous intéressait en premier lieu. Ils n'ont pas été trop compliqués à convaincre vos interlocuteurs. Je parle notamment des familles des victimes. Hein. C'est un sujet extrêmement sensible pour elles. Bien sûr, je pense que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est très difficile de revenir effectivement sur cette affaire, mais pour elle, je pense que c'était aussi la volonté de témoigner dans un film pour clore un petit peu ce chapitre, clore cette histoire et finalement passer à autre chose. Parce que ce qui était marquant et touchant finalement, c'est que derrière en fait cette affaire, derrière des victimes, il y a aussi un très long combat juridique qui a duré pendant des années. Et souvent, on oublie effectivement que les victimes, les familles de victimes souffrent énormément. Et c'est ça aussi qu'on voit dans le film. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté de raconter finalement leur histoire et qu'ils ont souhaité finalement se confier dans le film. C'est vraiment, à un moment donné, essayer en tout cas de clore ce chapitre, de clore cette histoire et de passer à autre chose. C'est un parti pris, ce film. Il a été réalisé notamment pour les victimes ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que l'idée, en tout cas, c'était de leur donner évidemment la parole, parce que ce sont finalement les familles de victimes, mais aussi les témoins clés de l'affaire qui permettent de retranscrire finalement le mieux comment les gens, comment les habitants de Tours aussi ont pu finalement vivre avec cette histoire. Et je crois qu'on a là des témoignages extrêmement sensibles. Et c'était vraiment l'idée du film, en tout cas, c'était évidemment de leur donner la parole, de leur rendre hommage aussi, tout en restant aussi factuel finalement dans le récit de cette journée et du procès également qui a eu lieu en 2005, avec un certain nombre d'archives qu'on a pu effectivement récupérer, de nombreuses archives qui ont permis de décrire en fait au fur et à mesure cette histoire. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça permet, je pense, dans le film, d'être au plus près, en tout cas, du récit de cette journée. Alors, on va en parler rapidement, mais c'est inévitable. Parlons de Jean-Pierre Roux du Rafour. Vous avez essayé de le contacter dans le cadre de la réalisation de ce documentaire? Alors, c'est vrai qu'au début, quand on a réfléchi au film, on s'est dit qu'il était sûrement intéressant de contacter Jean-Pierre Roux du Rafour pour avoir... peut-être essayer d'avoir un échange, avoir un retour, savoir finalement comment il était aujourd'hui, puisque évidemment on se pose cette question. On n'a pas pu avoir de contact direct avec Jean-Pierre Roux du Rafour pour plusieurs raisons, à savoir qu'on a fait une demande via son ancien avocat
et qui n'a pas abouti puisque le parquet et la chancellerie n'ont pas souhaité donner suite, pour la simple et bonne raison que dans le jugement de 2005, finalement, Jean-Pierre Roux du Rafour a été condamné aussi sur le fait de ne pas communiquer dans les médias. Et donc, ce n'est pas possible aujourd'hui d'échanger en fait avec lui puisqu'il est toujours en prison. Et puis finalement, d'une certaine manière, d'un point de vue éthique aussi, aujourd'hui, on a préféré donner la parole évidemment aux témoins et aux familles de victimes de l'époque, tout en se questionnant évidemment sur Jean-Pierre Roux du Rafour aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'on peut finalement laisser sortir ce type de détenu aujourd'hui? C'est la question aussi centrale du film. Parce qu'effectivement, il y a un aspect pédagogique au sujet de la justice, notamment à la fin du film. On arrive au bout de cet entretien. Je voudrais quand même vous poser une question. Grâce au service des archives de la Nouvelle République, j'ai eu l'occasion pour cette interview d'avoir entre les mains cette lettre. C'est une lettre qui avait été adressée le 4 mars 2002, notamment à la Nouvelle République. Voici ce que la Nouvelle République avait reçu. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait un petit peu si Jean-Pierre Roux du Rafour a travaillé sur lui-même? Je prends un exemple dans cette lettre. Il dit « À ce moment, je n'avais plus ma tête. Je me réveillais après avoir reçu la balle dans le thorax. » Il le dit, il l'écrit noir sur blanc pour les médias. En fait, il ne s'en souvient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait s'il a évolué ou est-ce qu'il est encore discret à ce sujet? Alors sur cette lettre, à l'époque, cette lettre était effectivement une forme finalement de lettre adressée finalement aux victimes que sa mère avait déposée à la Nouvelle République. Je pense que c'était sûrement assez maladroit finalement à l'époque, mais aujourd'hui non. On ne sait pas finalement si Jean-Pierre Roux du Rafour a pu évoluer en prison. On n'a en fait aucune information et on ne sait pas non plus si finalement il a reçu des soins ou pas. Son avocat de l'époque n'a plus de contact direct avec lui. Donc on n'a malheureusement pas d'informations et donc c'est évidemment une grande question qu'on peut se poser ce soir. Il a effectué il y a environ 1 an et demi une demande de mise en libération conditionnelle. Merci beaucoup Sébastien Tézé d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, votre documentaire Tuerie de Tours dans la tête de Jean-Pierre Roux du Rafour. Ce documentaire sera diffusé ce samedi 25 octobre sur Val de Loire TV. Ça se passera à 21h15, un documentaire que nous avons eu l'honneur de coproduire. Je vous remercie Sébastien Tézé. Merci d'avoir été notre invité Merci à vous. dans ce journal.